merci à tous et à toutes pour être là et merci à Loïc d'avoir échangé. Merci à Jean-Charles d'être accommodé à mes horaires. C'est super gentil. Donc, pour parler des jeux de rôle sur table, j'étais donc très intéressée par ce corpus de jeux de rôle qu'il y avait sur la plateforme itch.io, parce qu'il y a une catégorie qui s'appelle Physical Games. Et donc, j'ai vu que c'était majoritairement des jeux de rôle sur table qui étaient assez particuliers. Donc, itch.io, c'est une plateforme qui est très connue pour être une plateforme de jeux indépendants. Et donc, je me suis dit que cette conversation aujourd'hui, ça pourrait être l'occasion de faire un genre de spéléologie. Laine Nounet, quand elle fouille dans les archives pour parler des femmes dans l'histoire, qu'elle excave de, des archives qui étaient invisibilisées jusque-là, parle de spéléologie. Donc, du coup, c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui, principalement en fouillant sur le site Itch, avec des statistiques que j'ai faites pour essayer d'appréhender ce corpus pour voir de quoi est-ce qu'il est fait, de quoi est-ce qu'il traite, et comparer avec d'autres corpus. Donc, c'est aussi un corpus qui est assez méconnu, principalement des game studies, même s'il y a plusieurs articles qui sont sur la plateforme itch.io. Il n'y en a pas beaucoup qui sont sur les jeux physiques qu'il y a sur la plateforme. Et effectivement, c'est vrai que c'est relativement nouveau et c'est des jeux plutôt indépendants, alors que les game studies ont plutôt tendance à étudier des jeux mainstream ou des gros jeux indépendants. Donc là, c'est principalement des tout petits jeux. Ça se voit très vite parce qu'il y a le nombre total de jeux, c'est 463 359 qui sont répertoriés sur le site, alors qu'en comparaison sur Steam, qui est la plateforme la plus connue, il y en a 110 000 que j'ai comptabilisés en allant moi-même sur Steam. Mais dans les articles journalistiques, ils parlaient de Steam, ils parlent plutôt de 50 000 jeux. Du coup, j'imagine que c'est plutôt en enlevant les doublons, les, pardon, les extensions et tous les... Pardon, il y a mon son de mon ordinateur, de mon téléphone, avec lequel je vous écoutais tout à l'heure. Hop, parfait. Et, et du coup, en enlevant tous les doublons, les extensions, par exemple les Sims 4 qui a 25 extensions, on arrive plutôt à 50 000 jeux, donc un peu moins de la moitié. Et même ça, donc il y a 18 fois plus, il y a 8 fois plus de jeux sur itch.io. Je vous laisse avoir une idée. Donc, j'ai mis les autres vendeurs. J'ai mis GOG, donc qui est Good Old Games, qui a aussi pas mal de jeux plutôt indépendants, aussi des jeux rétro. L'Epic Game Store, qui est pas mal dans la lumière ces derniers temps. Le store Sony PS4, donc avec des données que j'ai recueillies sur le site de Sony ces derniers jours, et sur le site Xbox One également, sur le site de Xbox de Microsoft. Donc voilà, pour vous faire une idée. Donc c'est un espèce de méga corpus qui est aussi gros parce qu'en fait, c'est gratuit de poster sur ce site. Donc c'est extrêmement inclusif dans le sens premier du terme, c'est-à-dire que c'est pas exclusif. Tout le monde peut poster dessus. Même on peut poster un jeu qui n'est pas fini, on peut poster juste une ébauche de quelque chose, etc., un brouillon. Il y a pas de problème. D'ailleurs, les catégories ne sont limitent pas au jeu, même si c'est une plateforme principalement de jeux. Il y a des tools, donc des outils de création de jeux, des game assets, donc des visuels, etc., qu'on pourrait utiliser, et des physical games, donc ce qui nous intéresse, donc 19 232, ce qui est considérable pour une plateforme indépendante, puisqu'il faudrait énormément de temps pour pouvoir, ne serait-ce que tous les regarder, même juste regarder la page. Mais dans l'échelle de Itch, ça représente quand même que 0,91%, donc moins de 1%. Donc, pour continuer dans les statistiques, je me suis intéressée dans cette catégorie de physical games, donc, qui sont principalement des jeux de rôle sur table, mais dans une définition assez large. Donc, il y a des jeux qui sont pas mal de GM-less, il y a pas mal de jeux qui se jouent tout seuls, comme vous pouvez voir. Là, donc, il y a quand même 6,48% de jeux qui se jouent tout seuls, enfin, en tout cas, qui utilisent le tag single player. En dessous, j'ai comparé, parce que je trouvais ça intéressant, avec un site de revente de jeux de rôle sur table qui est plus traditionnel, qui s'appelle Drive-Thru RPG, qui se vend d'être le site avec le plus de jeux de rôle sur table en vente. Et effectivement, de ce que j'ai pu répertorier, il y en a au moins 129 503, en tout cas qui valent moins de 50 000 $. Donc, j'espère que j'ai pu tout englober, parce que c'était ma seule façon d'avoir une idée de tout ce qu'il y avait.
Et bon, c'est pareil sur Drive4RPG, il y a aussi des cartes collector et des posters. Donc, en utilisant, en cherchant les mots qui mentionnaient le mot game, il y en avait 82 000 réponses. Donc, j'ai quand même utilisé pour les statistiques, pour les pourcentages que vous verrez à côté, le 129 503, juste parce que mon 80 000 était de toute façon pas un vrai chiffre. Donc voilà, il y a une cote mal taillée à faire entre les deux. Donc dans ces chiffres qui sont assez intéressants, il y a l'identification au genre du role-playing, donc qui n'est pas majoritaire. On est à 44% qui taguent ça. Euh, c'est le chiffre que j'ai trouvé le plus surprenant. En même temps, je pense que les gens associent role-playing peut-être à un univers de fantasy, même si le tag fantasy existe aussi, mais il y a peut-être une distanciation par rapport à D&D et au roleplay classique, quand bien même les jeux, quand on les ouvre, qui ne sont pas identifiés comme role-playing, correspondent tout à fait. C'est des jeux avec des character sheets, avec des feuilles de présentation des personnages, des rôles pour les maîtres du jeu, etc. Donc c'est tout à fait similaire, mais l'identification est pas aussi forte et pas aussi revendiquée. Donc, dans les autres tags, j'ai cherché fantasy, qui est bien moins représenté, puisque ça représente 58% des RPG chez Drive-Thru RPG. L'horreur, qui est seulement 7,97%, alors que c'est 18,25%. D'ailleurs, comme l'organisateur de cette table ronde est Jean-Charles, évidemment, je ne peux pas résister à chercher Lovecraft. Et donc, il y a quand même 1289 jeux qui sont répertoriés, enfin, qui mentionnent le mot Lovecraft sur Drive-Thru RPG, contre 71 sur Itch. Donc, l'intérêt est là, parce qu'il y a quand même un engouement qui est contemporain là, sur la redécouverte de l'écriture de Lovecraft et l'exploration de l'univers, mais c'est quand même bien moindre, même si en proportion, ça doit être assez similaire. On doit être autour de 1%. Donc, c'est quand même bien plus sur Drive4RPG. Je me suis intéressée au prix qui était affiché. Et là, sans surprise, pour un site qui laisse beaucoup de part à la création amatrice et indépendante, mais il y a 64% des jeux qui sont gratuits sur Itch, contre 9,39% des jeux. Mais ce n'est pas du tout les mêmes genres de personnes qui postent. On verra que sur Drive-Thru RPG, pour vous mettre une image ici. Donc ça, c'est la page d'accueil du site Brave4RPG et la page d'accueil du site Itch sur la page des physical games, pas sur la page des jeux vidéo. On voit bien qu'il y a beaucoup de logos sur la droite. En fait, il y a beaucoup d'appartenance intellectuelle à des entreprises, tandis qu'à gauche, généralement, il y a juste un très gros titre et un visuel fort pour attirer le regard. L'accent est plus mis sur l'artisticité des créations visuelles, versus à droite, quelque chose de plus sombre, on peut remarquer. En même temps, il y a moins de place au visuel, puisque ça a un format d'un jaquette de livre, puisque c'est hérité évidemment des impressions au format A4, à peu près A4. Pardon, quel que soit le lettre US, je pense, au Canada, on dit. Et sur Itch, le format plus horizontal permet de mettre plus en avant des visuels. Alors, Itch s'est un petit peu revendiqué, comme faisait un petit peu cette réputation d'être la maison des jeux queer. Ça a été très connu. Moi, j'ai découvert avec le travail de créatrices comme Anna Entropy, d'autres créateurs, Nikki Casey, sont parmi les gens qui ont le plus de clics, de play sur Itch.io, qui font des jeux vidéo queer. Et donc, je me suis intéressée à cette question de voir quelle est la part du queer aussi dans les jeux physiques, dans les jeux de rôle sur table et les jeux de rôle grandeur nature. La limite est assez vague entre les deux sur Itch. Quelle est la part du queer là-dedans? Parce qu'en fait, Anna Entropy, qui est une des créatrices les plus célèbres sur Itch, a créé 21 jeux de rôle sur table avec des character sheets, donc dans un format assez classique. Donc il y a cette perméabilité entre les deux, entre les jeux vidéo et entre les jeux de rôle sur table sur Itch et entre ce qu'ils appellent les jeux physiques.
parce qu'il y a cette volonté de brouiller les frontières. Il y a quand même pas mal de choses qui s'appellent autres, où il y a moyen de renommer les créations qu'on poste sur Itch pour n'y être des jeux physiques, ni être des jeux vidéo, etc. Donc, il y a un aspect assez queer en tant que verbe pour queerer les formes sur Itch qui correspond assez bien à ça. Du coup, Itch a cette réputation-là. Maintenant, quand on regarde les faits, en pourcentage, des jeux qui sont tagués avec l'espèce de hashtag LGBT, LGBTQIA ou queer, ça représente quand même de très faibles pourcentages. Donc, pour pour les jeux vidéo, j'ai mis la stat en tout petit, mais je vais vous lire ça pour commencer. C'est quand même seulement 0,48% des jeux. Donc, il y a 2000 jeux sur, 400, sur plus de 400 000. Donc, c'est infime, alors même que c'est quand même une des choses qu'on met le plus en avant, Itch comme étant une plateforme inclusive. Et dans les jeux physiques, c'est quand même beaucoup plus élevé, puisqu'on a 1,59% des gens qui s'identifient comme LGBT, des jeux, pardon. LGBTQIA 1,17 et queer 1,47. Donc, du coup, les trois, il y en a qui s'identifient à plusieurs. Donc, du coup, disons autour de 2%, parce que tout le monde n'utilise pas les mêmes choses. Et les jeux de romance, quant à eux, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse, puisque je fais ma thèse sur l'histoire des jeux vidéo pornographiques, il y en a 1,77% qui utilisent ce tag et 40 jeux qui utilisent le tag adulte, donc 0,21%. Ce qui sont des pourcentages très faibles. Comparativement parlant avec des jeux vidéo, c'est un peu plus faible, même si je n'ai pas les chiffres, mais ce n'est pas non plus choquant. Par contre, par rapport à Drive-Thru RPG, c'est exponentiel et là on voit bien qu'effectivement il y a une puissance du queer et de l'inclusivité sur Itch, puisqu'il y a sur Drive-Thru RPG, il y a 0,17% qui utilisent LGBT et 0,48% qui est le pourcentage le plus élevé qui utilise queer. Malheureusement pour adultes, je n'ai pas pu avoir de statistiques qui étaient probantes. Sur la droite, j'ai mis Fellowship of Fools, qui est un exemple de RPG sur table autour de la sexualité, autour de sexualité non normative. C'est comme ça qu'ils se définissent. Donc, je vous laisse regarder. Je vois que mon temps file. Du coup, j'avance. Et si ça vous intéresse, vous avez le nom. Et voilà. Donc, du coup, quand je suis allée sur les deux sites pour comparer, j'ai vu que visuellement, la différence était assez marquante. En plus, Drive-Thru RPG a vraiment un style des années 2000 visuel qui évoque la nostalgie, qui évoque quelque chose d'un petit peu dépassé que j'ai trouvé aussi intéressant. Mais je pense que c'est joyeux. Enfin, c'est une célébration aussi, je pense, de ce style des années 2000. C'est ma théorie, Jean-Charles peut-être partage pas. Ce n'était pas son hypothèse en tout cas. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de comparer les deux premiers titres qui étaient mis en avant sur chaque site. Donc sur Itch, c'était un jeu qui s'appelle The Cat is the Dungeon Master, là où on fait une quête avec nos amis aventuriers. Et pour savoir si on réussit chaque épreuve, on doit faire des actions avec notre petit chat, donc ce qui nécessite un chat réel au milieu des joueurs et des joueuses. Donc, par exemple, lui faire des gratouilles, et puis si le chat ronronne en un certain nombre de temps, eh ben, on a réussi notre action, etc. Et à côté, sur Drive-Thru RPG, il y avait Minsc and Boo's Journal of Villainy, donc qui est un spin-off, un livre de lore, en tout cas, dans le lore de Donjons et Dragons, donc autour de ce personnage de Minsc, qui est un personnage hyper connu, et de son petit hamster de l'espace qu'il a sur l'épaule, ici, et donc de leurs aventures. Donc, quand je suis arrivée là, je me suis dit évidemment que c'était les jeux les plus opposés de l'univers, mais en fait, pas tant que ça, puisqu'en fait, avec l'appui sur Boo, donc qui est le nom du petit hamster de l'espace, quand même, il y a un intérêt pour les petits animaux mignons chez les deux jeux. Et puis, il y a quand même un aspect social dans les deux, puisque tous les bénéfices de Minsc and Boo's Journal of Villainy, au moment là où j'ai regardé, étaient reversés à l'association Extra Life, donc pour des enfants dans les hôpitaux. Et The Cat is the Dungeon Master, pour chaque copie achetée, donc malheureusement, on ne reverse pas les bénéfices, mais par contre, offre une version numérique du jeu
à des personnes qui n'auraient pas assez d'argent pour payer les 5 $ que coûte le jeu. Donc, je suis désolée si vous entendez mon chat très réel en arrière-plan qui vient nous dire bonjour. On n'a pas encore eu l'occasion de tester le jeu, malheureusement, mais ça ne saurait tarder. Donc, du coup, je trouvais ça intéressant de voir que de loin, ça a l'air d'être les corpus les plus éloignés du monde, mais je pense quand même qu'il y a une forme d'humour qui est similaire avec c'est quand même absurde de faire un numéro entier, enfin, en tout cas, c'est marrant de faire un numéro entier sur Minsk and Booze avec son hamster de l'espace. C'était déjà très drôle dans les années 2000, même si c'est très pointu, puisque c'est clairement visé en plus aux personnes qui ont joué aux jeux vidéo Baldur's Gate, puisque c'est un personnage qui est présent dans ces opus-là. Et The Cat is the Dungeon Master, qui est quelque chose qui est bien plus ouvert, qui est bien plus accessible en tout cas à des gens qui ne connaissent pas du tout l'univers de Donjons et Dragons. Il n'y a même pas besoin de savoir ce que c'est pour pouvoir y jouer. Du coup, pour conclure, j'ai bien plus de questions que de réponses. Mais je vous propose ces pistes de réflexion après avoir présenté ce corpus rapidement. Donc, du coup, j'ai l'impression que quand même Itch, c'est un non-lieu pour les entreprises classiques du jeu de rôle sur table. Wizards of the West Coast sont absolument pas présents. Tous les revendeurs de jeux sont pas présents. Il y a pas non plus cette culture d'afficher le logo d'appartenance sur les miniatures. Il y a une plus grande diversité des représentations queer et un gameplay qui est queeré, je pense, avec The Cat is the Dungeon Master. Il y a aussi une volonté de réfléchir sur ce que c'est les jeux de rôle sur table et de rigoler avec ça, de faire quelque chose de créatif. Et en étudiant ce corpus, je me suis dit que Itch, un mot qui pourrait bien le décrire, ce serait quelque chose de plus démocratique. Donc, surtout en voyant d'un point de vue statistique, effectivement, le queer est plus présent parce qu'il y a plus d'accessibilité, etc. Là, les créateurs et les créatrices ont proposé le jeu gratuitement. Je pense qu'il y a quelque chose de cet accès du pouvoir au peuple, en tout cas, assez littéralement, qui peut poster ses jeux, quel que soit leur état. Le PDF de The Cat is the Dungeon Master, il fait 13 pages, donc c'est quand même un format de création qui est assez accessible. Donc évidemment, je me demande si c'est le même public qui joue au jeu. Et ça, vous pourrez me dire s'il y a des gens d'entre vous qui connaissent The Cat is the Dungeon Master ou qui ont lu Minsk and Boo's Adventure in Villainy. Et je laisse le reste et la citation sur Yoko Ono, parce que j'ai vu que j'avais déjà dépassé un tout petit peu et j'ai quand même hâte de discuter avec vous. Ben, moi, j'aurais une question. Toi, tu as déjà publié du jeu vidéo sur itch.io. Est-ce que tu as perçu effectivement, au-delà du côté démocratique et des différents formats qu'on pouvait avoir qui tranchent vraiment avec les publications habituelles de jeux de rôle qui se rapprochent presque du beau livre dans beaucoup de cas, avec beaucoup de travail éditorial. Est-ce que tu as perçu comment dire, des facilités de la plateforme pour ce type de diffusion, peut-être des dispositifs mis en place pour aider les créateurs et créatrices à diffuser ce type de contenu, ou est-ce que c'est vraiment une sorte de hack de la plateforme jeux vidéo? Mais je me demande vraiment effectivement comment est-ce que la plateforme est née, comment est-ce que l'engouement pour les jeux physiques sur Itch sont nés. À mon avis, il y a un lien il y a un article fascinant sur Itch et sur les game jams et sur le queer des game jams. Euh, et je pense que donc les game jams, c'est des concours de jeux pour créer des jeux en un week-end généralement, mais ça peut être en plus ou moins de temps. Et donc, il y a des game jams de jeux physiques et des game jams de jeux vidéo, mais c'est des formats qui demandent tout le temps d'innover, de tordre un petit peu les formes des jeux pour arriver à faire des choses. Et je pense que dans cet exercice de créativité qui est très répandu sur Itch, euh, c'est assez logique de naviguer entre les formes. Donc, du coup, cette culture de l'amateurisme, etc., de l'indépendance, de la très grande indépendance, puisqu'il y a la plupart des gens ils ont un compte tout seul, en fait. Donc, c'est des jeux qu'ils ont créés tout seuls.
Ça favorise ça. Mais après, je pense qu'il y a aussi des questions de réflexion sur le numérique, etc., qui poussent aussi à se pousser vers des créations qui sont physiques. Il y a des jeux qui demandent donc qui s'approchent de grandeur nature, mais qui se passent des fois dans notre salon. Donc, on demandant d'aller prendre des photos dans notre salon, etc. Donc, à définir, c'est assez difficile, mais je pense que c'est dans cette culture de plein de choses différentes et de créer des trucs qui est le principe principal de Hitch, je pense. Merci beaucoup pour ta réponse. Samuel a une question. Tu as coupé ton micro. Oui, oui, tu as parlé beaucoup de l'intégration des thématiques liées aux communautés LGBTQ et queer dans les jeux de rôle. Je me demandais si tu avais pu observer plus attentivement la manière dont ces thématiques-là étaient incluses dans les jeux de rôle de Itch.io et comment ça affectait un peu comment le jeu se jouait ou les thématiques du jeu en tant que tel. Mais j'ai l'impression que la plupart du temps, quand les jeux sont queer, c'est très in your face. Donc, généralement, c'est dans le titre. C'est Sword Lesbians, par exemple, ou des choses vraiment. On ne peut pas passer à côté. C'est soit le centre de la thématique. J'ai découvert le mot fluff en lisant des écrits sur le jeu de rôle sur table. Donc, soit c'est dans le lore, donc dans le fluff, soit c'est dans les thématiques de jouabilité. Donc, effectivement, si c'est des jeux de romance, etc., des jeux de discussion comme Fellowship of Fools, The Sexuality Game, donc qui propose de discuter de sexualité non normative, etc. Mais généralement, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal mis en avant, parce que comme une revendication des créateurs et des créatrices de créer du contenu queer. Donc, il y a un jeu qui s'appelle Glitter in Dungeons, je crois, qui est un jeu qui met en scène des protagonistes LGBT. Donc, c'est assez voyant. Et c'est pour ça, je pense qu'on identifie aussi Itch comme une plateforme des communautés LGBT, parce que quand il y en a, ils prennent l'opportunité de se rendre très visibles, et c'est fantastique, parce qu'en plus, c'est fait avec beaucoup d'humour, parce qu'il y a beaucoup d'humour sur la plateforme Itch, et que c'est aussi, dans le cas du jeu de rôle sur table, c'est aussi quelque chose qui a l'air d'être hérité de la tradition du jeu de rôle sur table. Donc, les deux mélangés, ça fait cette communauté queer qui est très voyante. Merci beaucoup.